Voilà, bonjour à toutes et tous. Alors, je suis à nouveau ravie de vous retrouver ce matin, ce samedi matin, pour une magnifique causerie inspirante qui, moi, déjà m'a beaucoup inspirée pendant tout son temps de préparation. Donc voilà, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Je vais me présenter en quelques secondes et puis après, je vais vous présenter mon invité du jour. Donc moi, je suis Valérie Guénec. Je suis en Norvège, mais je suis française d'origine, hein, vous l'entendez probablement. Donc moi, je vis à Oslo avec ma famille depuis 7 ans et demi. Je suis thérapeute de l'enfant intérieur, conseillère en huile essentielle et puis auteure et éditrice. Et puis je pense que la première chose avant toutes ces étiquettes-là qui me caractérisent, c'est vraiment que j'adore rencontrer le monde et rencontrer les gens. Et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de créer ces causeries inspirantes parce que je suis très reconnaissante à la vie quasiment chaque matin et chaque soir et tout au long de la journée de m'offrir la joie de ces rencontres humaines. Et puis, à chaque fois que je rencontre quelqu'un d'inspirant pour moi, j'ai envie de partager en fait cette inspiration parce que je trouve que ça peut vraiment être très intéressant pour nous toutes et tous. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé ces moments d'échange et de rencontre. Et puis, mon invité de ce matin, eh bien, je l'ai rencontré assez récemment, en tout cas dans l'échange comme ça entre nous. Mais je l'ai rencontré il y a un peu plus de temps. Alors, je crois, mais c'est vrai que c'est ce que je lui ai dit. Je crois que c'était sur Instagram, en fait, que je l'ai rencontré la première fois. C'était via des photos. Alors, tu vas en parler, Mélanie. Voilà, c'est une de tes activités d'être effectivement photographe. Et il y a vraiment des photos voilà, qui m'ont fait vibrer, qui m'ont transportée, qui m'ont inspirée. Donc, je me suis dit, mais tiens, qui est cette personne que je ne connais pas encore? Et puis après, au fil, vous savez, des clics, j'ai découvert un projet alors là, qui m'a vraiment encore plus fait vibrer, j'allais dire. Je me suis dit, waouh, à chaque fois, souvent, je me dis, c'est quelque chose que j'aurais eu envie de créer moi aussi. Donc, vraiment, cette personne, c'est sûr, il faut absolument que je la rencontre. Donc, voilà, j'ai envoyé à cet invité des petits messages et puis on a fini par se parler il y a assez peu de temps. Et puis, je suis vraiment ravie de l'accueillir aujourd'hui et de t'accueillir, Mélanie. Bonjour. Bonjour. Vraiment, merci d'être là et merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un super défi pour moi. Bon, écoute, on le vit ensemble, donc c'est chouette. Merci de l'avoir accepté aussi, ce défi et ce challenge. Alors, du coup, pour commencer, après cette petite introduction que j'ai faite de toi avec voilà, mon éclairage à moi et notre rencontre, ça m'intéresse voilà, que tu puisses nous dire qui tu es, toi, Mélanie Mello, ici et maintenant, dans cet espace qui nous rassemble ce matin. Eh bien, moi, en fait, je suis photographe depuis 12 ans, bientôt 13 ans. En fait, je me suis découvert une voie quand j'ai eu ma première fille. Voilà, ça a été une révélation pour moi, la maternité dans mon parcours de femme. Et donc aujourd'hui, je suis toujours photographe. Voilà, en fait, on est dans les Landes, on fait du homeschooling avec nos 3 enfants qui ont 12 ans, 10 ans et bientôt 3 ans. Et on a rénové une ferme. Et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'en fait, ça fait à peu près 2 ans que je me pose des questions sur une façon en fait, d'orienter ma voix différemment et de passer de la photographie qui est orientée sur les particuliers, sur les événements de la naissance, des mariages, etc., à quelque chose de plus humaniste encore. Et c'est grâce à j'ai fait un soin Rebozo en fait il y a quelques mois avec une huile de sudation. C'était un rituel un peu personnel parce que j'avais besoin de travailler des colères que j'avais par rapport à mon dernier accouchement. Et ça a été un moment très, très révélateur. Et je sais pas, j'arrive même pas je peux pas le définir avec des mots. Et j'ai eu ce déclic, en fait, de m'orienter vraiment vers ce que je suis profondément. Et depuis que je suis petite, je parle des Indiens, comme on les appelait avant, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment la possibilité de les appeler comme ça, parce qu'il y a un côté très comment dire, négatif qui est porté par le terme indien. Donc, je suis passionnée par les autochtones. J'ai commencé avec Mimi Siku, je pense, quand j'étais petite, et un indien dans la vie. Et voilà. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai envie en fait de trouver ma voix plutôt en lien avec ce que j'essaie de transmettre depuis toujours par la photographie. Et c'est-à-dire en fait
une écoute en tant que femme intérieure, de ne pas se laisser influencer par tout ce qu'on entend. C'est ce que j'essaie de transmettre à toutes les mamans. Ça va au-delà d'une simple séance photo quand je rencontre ces femmes. Et aussi de s'inspirer des autochtones qui sont le nous d'avant, on va dire. Donc, voilà. Ah, c'est Voilà. cool. Et Ah, voilà, et puis on va dire que je suis. Voilà, j'ai passé beaucoup d'années, je pense là, ça fait à peu près 10 ans, à essayer de trouver toutes les réponses personnelles, tout plein de vérités dans des livres de développement personnel. Et j'ai beaucoup tourné en rond en espérant qu'il y ait un livre ou une méthode qui fasse que j'arrive à me trouver, que je trouve mon propre chemin, que je remette le puzzle en place. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les réponses, je les avais vraiment en moi et que c'était moi qui avais la boîte du puzzle et que c'était à moi de remettre les pièces en place et de comprendre et d'accepter qui je suis et qu'aucun livre ne pourrait me dire comment je dois faire. ah, c'est super beau. Ouais, ben alors ça, je pense que c'est ça en fait moi que j'ai ressenti. Comme tu dis, même dans tes photos, on sent que ça va. C'est pas juste des photos. Enfin, je trouve que dans la photo, on sent. Moi, la phrase que j'aime beaucoup, c'est vraiment deviens ce que tu es. Et on sent ça à la fois dans tes photos. Et puis c'est vrai que moi, quand j'ai été voir ton site internet et puis après le site de ton projet, je trouve qu'on sent vraiment en fait en toi cette évolution. C'est assez difficile en fait à dire avec des mots, mais voilà, je pense que c'est probablement dans l'énergie. Et je pense que c'est ça ouais, moi, qui m'a beaucoup attirée dans ton travail et puis dans ce que tu partages. Bon, bah merci du coup. Et alors, tu sais, moi, je suis donc thérapeute de l'enfant intérieur. Moi, je travaille beaucoup avec voilà, cette vision-là. Et depuis que je suis toute petite, d'ailleurs, j'ai vraiment le sentiment, quand je rencontre quelqu'un, c'est comme si derrière l'enveloppe corporelle de la personne telle qu'elle est, même si c'est un adulte, j'ai toujours une espèce de vision d'enfant, en fait. Et c'est vraiment quelque chose ouais, qui me nourrit beaucoup. Alors, toi, voilà, ta petite fille intérieure, ton adolescente intérieure, ta jeune femme intérieure, bah, ce serait chouette si tu pouvais nous en parler un peu et puis peut-être voilà, nous dire si entre elles et entre toi aujourd'hui, ici et maintenant, tu sens quelque chose de, voilà, qui pourrait être un fil conducteur. Alors, tu l'as déjà évoqué là, mais voilà, est-ce que tu as envie de développer un peu davantage ce fil conducteur entre toutes les facettes voilà, de tes différents âges? En fait, depuis petite, j'ai toujours été assez curieuse. J'allais dans tous les sens. J'ai été étiquetée assez facilement en fait à l'école et par d'autres personnes en fait de garçon manqué. J'ai toujours eu cet instinct un peu sauvage et j'arrivais pas forcément à me définir en tant que fille ou en tant que garçon. Déjà, ça, je pense que c'est hyper important. Je me définissais avec une espèce d'aspiration à la liberté qui était hyper profonde en moi. Donc, l'école, évidemment, je ne supportais pas. Je m'évadais que à travers le dessin. Donc, c'était vraiment déjà une première façon de me sentir libre, même si c'était sur une feuille. Et il fallait toujours que je bouge. Et j'ai toujours eu besoin, en fait, de comprendre tout ce qui m'entourait, parfois même à épuiser ma famille et encore aujourd'hui mon compagnon, parce que j'ai besoin de tout comprendre et je peux rester jusqu'à 2-3 heures du matin sur un sujet. Mais en fait, cette curiosité-là, c'est plutôt vraiment cette aspiration à la liberté, de pas rentrer dans un cadre, de ne pas faire ce qu'on me dit. Ça a toujours été très compliqué. Et en plus, avec un certain ego, c'est-à-dire assez sûr de moi. Donc, ça pouvait aussi parfois déranger. Euh, mais j'ai juste besoin qu'on ne me dise pas ce que j'ai à faire. Donc, j'ai jamais rien écouté. Mais en fait, au jour d'aujourd'hui, j'arrive maintenant à écouter d'une autre façon parce que je le prends plus de la même manière. Et, euh, et je pense que c'est parce que j'avais une véritable problématique avec tout ce qui était euh, lié à l'autorité, c'est-à-dire que ce soit les professeurs, que ce soit les règles, tout ce qui était lié aux règles et au cadre, c'était difficile avec moi. Et après, plus tard, après cette période de m'oubli, on va dire, enfin qui est toujours présente en moi, il y a ce côté qui est hyper important, qui est une souffrance liée à ma taille.
qui a été un des fils conducteurs. C'est-à-dire qu'à 12 ans, je faisais déjà 1,72 m à l'entrée en sixième, j'avais déjà de la poitrine et j'avais aucun ami par rapport en fait à ma différence corporelle. Il y avait des personnes qui me parlaient uniquement quand c'était l'heure de faire des équipes de basket, ou alors les garçons, mais c'est parce qu'ils ne me regardaient pas du tout dans les yeux. Voilà, donc j'ai vraiment eu cette période-là qui a été une souffrance énorme parce que je n'arrivais pas à être qui je suis, à me faire accepter. Je suis rentrée en plus dans un collège catholique, donc ça a été ça a empiré le tout parce que je ne m'habillais pas du tout comme eux s'habillaient. Les marques, c'était pas important pour moi. J'étais en jogging toute la journée. Enfin, tout ça, toutes les apparences extérieures n'étaient pas importantes pour moi. Et, euh, et donc, à un moment donné, je me suis dit, OK, bon, là, vraiment, j'ai envie de plaire. J'en ai marre d'être rejetée. Donc, il y a eu cette phase où j'ai essayé absolument de correspondre au moule et de ce qu'on attendait de moi, qui m'a faussement rendue heureuse, mais c'était juste une impression et ça n'a pas duré très longtemps. Voilà, où j'ai essayé de faire du mannequinat, j'ai essayé de... Il y a une phase qui a été positive, mais au final, c'était pas ça, parce que j'essayais toujours de correspondre à quelque chose. Voilà, si j'étais grande, je pouvais faire mannequin. Donc en fait, j'essayais encore de correspondre à quelque chose qu'on attendait de moi, puisque c'était un truc que j'entendais régulièrement. Oh, t'es grande, tu pourrais faire des photos. Oh. Enfin voilà, c'était des choses qu'on m'assignait, que je croyais être moi, alors que profondément, j'avais cet appel de la nature et du sauvage. Et si je pouvais vivre dans la nature toute la journée, ça aurait été génial. Et, et donc, du coup, ça a été une grande période de ma vie, jusqu'à il y a très peu de temps encore, où j'ai constamment cherché l'approbation des autres et de vouloir être aimée, puisque j'avais une histoire de rejet très forte derrière moi. Donc, toujours ce besoin de faire un peu le caméléon et puis de correspondre à telle personne, et puis à telle personne, et puis à telle personne, et puis au final de me contredire continuellement. Et il y a eu un moment où il y a, enfin, je pense que c'est beaucoup la naissance de mon dernier enfant, où vraiment j'ai réussi à arriver à me connecter complètement à qui je suis et à plus chercher en fait cette approbation, quitte à déplaire, quitte à déranger, quitte parfois à pas dire ce que les autres ont envie d'entendre, ou à pas être la personne qu'on attend aussi enfin, de moi. Et voilà, donc le fil conducteur, c'est ça. C'est vraiment la liberté, cette liberté que j'ai eue enfant, que j'ai perdue après pour plaire, et qui au jour d'aujourd'hui, c'est stop la complaisance et voilà, m'affranchir de la recherche d'approbation, on va dire. C'est un peu ça en fait. Ouais. Voilà. C'est un peu long. Non, mais c'est super beau parce que, en fait, ce qui est beau, c'est que tu arrives vraiment à mettre des mots, tu vois, sur un parcours, je trouve, une recherche intérieure, qui n'est pas toujours évident. Donc, ouais, merci de le partager. Puis, je pense que ça résonne, tu vois, probablement pas mal d'entre nous. Donc, merci. Merci beaucoup. Ouais, super. Alors, du coup, on va parler dans la deuxième partie de cette interview de ton projet. C'est un projet donc qui va notamment éclairer le cycle féminin. Toi, par rapport à ça, dans ta vie de femme à toi, voilà, comment tu as vécu justement ton évolution vis-à-vis de ce féminin, de ces cycles féminins est-ce que tu pourrais nous partager un peu ton expérience personnelle à ce sujet-là? Alors, en fait, moi, j'ai connu mon homme à 19 ans, donc j'ai été avant tout maman, en fait, avant d'être femme. Je pense que femme, je ne suis que depuis 10 ans, même pas, parce que j'ai eu ma première fille, je tombe enceinte à 22 ans, donc je suis devenue maman à 23 ans, et clairement, à cette période, la femme que j'étais, que ce soit d'un point de vue de la maturité avec les autres femmes, de connaissances intérieures et d'épanouissement sexuel, ça je ne connaissais pas du tout. Et j'étais plutôt dans la séduction. Voilà, je croyais être femme, mais
mais c'était juste une esquisse. Et je pense qu'en fait, quand je suis devenue maman, il y a eu un passage en fait important, c'est que ça m'a permis de redevenir une enfant. Et ça, c'était tout un passage que je m'étais pas, je m'étais pas autorisée. Donc, pour plaire à la maîtresse, pour plaire aussi à ma famille, pour plaire à tout un chacun. Et du coup, cette période de maman, ça m'a permis de me réautoriser cette spontanéité qu'on avait quand on me coupait un peu l'herbe sous les pieds, voilà, je ne dois pas me comporter comme ci ou comme ça. Et là, en étant maman, en fait, j'ai aimé moi, j'aime me bagarrer avec mes enfants dans l'herbe, j'aime me rouler par terre, j'aime rire, j'aime faire la fofolle, j'aime pleurer aussi. Enfin, j'aime. Oui, oui, il y a des moments que j'aime, il y a des moments que j'aime pas, mais en fait, ce côté spontané et de pouvoir changer d'émotion d'une façon très rapide d'un moment à un autre. Et en fait, en étant maman, ça m'a vraiment permis de me reconnecter à mon enfant, de me réautoriser ce passage-là et de pas avoir un rôle. En fait, je me suis souvent mis beaucoup à leur niveau. Et, et voilà, ça a été un passage avant de devenir femme, parce que j'avais tellement enfoui ce moment-là de, on va dire, enfoui ce moment d'enfant et de côté spontané. Et du coup, ça m'a permis de le retrouver et de vivre avec. Voilà. Donc, j'ai pas forcément eu un rôle de mère toujours mature, toujours à donner le bon exemple. Après, oui, j'ai toujours mis un cadre quand même qui me correspondait avec mes enfants. Mais après, j'ai lâché, ça m'a permis de lâcher les rôles et de me permettre en fait de pas être forcément mère avec mes enfants, femme avec mon amoureux ou fille avec mes parents. Au jour d'aujourd'hui, dans mes cycles féminins, je ressens pleinement que tout est mélangé et que j'essaye pas d'avoir une facette à chaque fois sur quelque chose. Que ce soit la mère, la femme de ménage, la fille au lit, super épanouie sexuellement. Voilà, j'essaye pas de jouer un rôle. Et, euh, et ça peut paraître bizarre, mais en fait, je peux très bien être maternelle à un moment où c'est nécessaire avec mon homme, comme je peux très bien parler de sexualité et de rites sexuels avec ma fille qui a 11 ans, comme je peux très bien en fait être amante. Enfin, c'est vraiment, c'est tout mélangé. J'essaie plus de calculer ce que je dois dire, ce que je dois faire, à quel moment je dois le faire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal et d'essayer vraiment de lâcher ça. Et ça m'a aussi fait énormément avancer dans mon rapport avec ma propre mère, où justement, je pense qu'aujourd'hui, j'ai des discussions que j'avais pas avant parce que je me suis autorisée à être moi-même. Et ça, pour moi, c'est vraiment ça, ma féminité au jour d'aujourd'hui. Voilà. Et puis après, je pense que la sexualité épanouie dans mon cycle de femme, je l'ai connue à partir de mon deuxième enfant. Parce que voilà, pareil, parce que je pense que j'ai eu cette phase où je me suis autorisée à être enfant et il fallait que comme s'il fallait que je recommence et que je me repasse des cycles voilà, pour faire, voilà, pour être l'ensemble de la femme que je suis aujourd'hui. Voilà. Ouais, c'est super intéressant. Ouais, c'est ça, c'est vraiment l'impression que tu donnes. Et moi, c'est des fois ce que j'ai ressenti aussi, que souvent la maternité, ça nous invite effectivement à une reconnexion avec notre enfant intérieur. Puis après, c'est comme si on regrandissait une deuxième, une troisième, enfin, c'est selon le nombre d'enfants qu'on a, avec lui à chaque fois différemment. Ouais, 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 c'est très beau. Bon, merci. On parlait de ton projet sur lequel on va vraiment faire un focus plus grand là dans quelques minutes. Avant ça, j'ai quand même envie de parler de ton activité de photographe en tant que telle, puisque c'est aussi comme ça que tu te présentes. D'ailleurs, ça, c'est très beau. C'est pareil, moi, quand je vois photographe humaniste, j'ai juste envie d'aller voir, quoi. Je trouve que c'est une très belle appellation. Dans cette activité de photographe, tu as photographié beaucoup de femmes. Alors, pas que, mais beaucoup de femmes. J'ai notamment vu que tu avais mis en place un projet de livre, je crois que c'était en 2015,
dont tu vas peut-être avoir envie de nous parler. Donc, c'est vrai que moi, quand j'ai parcouru ton site internet, enfin les photos que tu peux partager, je me suis dit, dans cette activité-là, je trouve que vraiment tu as un rôle, entre guillemets, de témoin, en fait, de c'est quoi être femme aujourd'hui dans notre société, notamment. Et j'avais vraiment très envie que tu nous en parles de ça parce que ouais, je trouve ça très beau. Euh, Il y a quand même des choses, en fait, par rapport à mon expérience de photographe, il y a quand même des choses qui revenaient en fait chez les femmes. Alors après, il faut savoir quand même que souvent, quand moi je prends les femmes en photo, elles sont aussi dans un moment où elles sont un peu plus fragiles. C'est-à-dire qu'à la naissance de leur enfant, euh, pour les trois quarts, elles sortent de la maternité et elles entendent des discours qui font que se contredire sur l'allaitement, sur la naissance, sur comment il faut être avec le bébé, le prendre, pas le prendre, il va devenir capricieux. Donc déjà, moi j'arrive à un moment où émotionnellement et hormonalement, où elles sont un peu affaiblies et puis elles viennent de mettre un enfant au monde, elles viennent de naître femmes et on leur enlève, alors je j'aime pas dire on parce que c'est un gros défaut que j'ai, leur pouvoir et leur instinct maternel, en fait, leur est tout de suite retiré, comme si elles n'étaient pas capables. Et ce côté instinctif maternel, moi, c'est quelque chose pour moi qui est important de partager avec les femmes quand je fais les photos. Et souvent, pendant une séance photo, j'aime leur dire, c'est toi qui sais. C'est toi qui sais ce qu'il faut faire, en fait. Mais d'arriver à se détacher à cette période-là, comment dire, de tout ce qu'on de tout ce qu'on leur inculque, en fait, que ce soit la tata, que ce soit la sage-femme numéro 1, la sage-femme numéro 2, la sage-femme numéro 3, le gynéco, et puis ça change toutes les 10 minutes. Et oui, mais il faudrait le mettre comme ça pour téter. Ah oui, mais il faut faire téter les deux seins. Ah oui, enfin voilà, souvent ça revient beaucoup par rapport à l'allaitement ou par rapport à l'accouchement. Ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, voilà, il y a des discours qui peuvent être très culpabilisants, très directifs. Et moi, ce que j'essaie d'apporter pendant mes séances photos, et ce qui revient souvent, c'est cette capacité en fait à enfanter et à être capable de façon autonome et instinctive d'enfanter comme les animaux le font. Voilà, il faut mettre des boules qui laissent en fait, il faut arriver, mais c'est un premier enfant, c'est difficile. Moi, je l'ai fait. Quand on est jeune et qu'on est maman pour la première fois, on, on est perdu en fait. On est perdu aussi parce qu'on écoute les autres. Voilà, enfin, je parle pour moi encore une fois, mais voilà, moi personnellement, je sais que je savais dès le début que je voulais accoucher à la maison, mais par exemple, j'ai écouté les peurs de mon homme qui étaient oh, quand même, c'est risqué, les peurs de ma famille, etc. Mais moi, depuis le début, je savais comment je voulais accoucher et pourtant, je n'ai pas été capable de me détacher de leur avis, de suivre instinctivement en fait moi ce que je ressentais. Ceci dit, je ne prône pas un type d'accouchement particulier ni un mode de maternité particulier, mais je pense que c'est important de s'écouter aussi bien pour certaines femmes qui n'ont pas envie d'allaiter et pour qui ça correspond, donc ça ne parle pas avec leur façon de vivre la maternité. Mais ça aussi, c'est important de le respecter. Je pense que c'est vraiment ça. Il faut vraiment en fait sentir en soi. Mais pour sentir en soi, il faut vraiment arriver à pas écouter les autres et les avis. Voilà. Après, il y a aussi un truc qui revenait assez souvent, c'est cette difficulté des femmes à être sur tous les fronts, que ce soit femme de ménage, que ce soit les rôles qu'on leur assigne et qu'on s'assigne nous-mêmes aussi en tant qu'entrepreneuse. Enfin, voilà, on n'a plus le temps, on dirait, de vivre quelque chose en fait de façon entière et de façon consciente. Au jour d'aujourd'hui, voilà, moi j'aime pas cet aspect-là et je suis passée par là quand quand je vois en fait des femmes qui pensent tout de suite à reprendre le travail après la maternité parce qu'il le faut, parce qu'il y a un patron qui attend derrière, ou aussi
aussi, on va dire, ça c'est un truc qui revient aussi, l'attente masculine de reprendre une sexualité assez vite aussi après une maternité. Voilà, il y a des choses comme ça qui reviennent. Et, euh, et voilà, ça c'est un truc aussi qui me parle et qui revient très souvent dans les photos. Et je reviens toujours à ça, mais je pense que les femmes doivent s'écouter profondément et en se respectant elles-mêmes et en posant leurs limites avec respect, euh, elles, elles en sont que plus épanouies. Voilà. Et il y a aussi, il y a aussi quelque chose, en fait, je regarde un peu ma feuille parce que c'est important de le dire, qui est important pour moi, qui est en fait cette ancienne image de la concurrence féminine. Donc, je pense que je vais passer un peu tout l'aspect historique parce que ça fait un peu un gros pâté que j'avais préparé sur ma feuille. Mais il y a une construction, une véritable construction historique en anthropologie sur les femmes qui doivent être absolument en concurrence. Donc ça, il faut savoir, c'est une construction qui vient de l'État et de l'économie que j'ai appris en anthropologie, qui n'existe pas, qui n'est pas réel et qui a été fondée sur le fait que les femmes solidaires font peur. En fait, tu vois. En gros, c'est un peu ça, parce qu'elles sont capables de soulever, de rassembler des forces, des peuples, beaucoup de choses. Et, et ça, en fait, ça c'est quelque chose aussi qui souvent revient dans mes séances photos. Enfin qui revenait dans mon parcours photo, mon parcours avec les femmes et le livre, où s'aimer entre femmes, pour moi aussi, c'est quelque chose de récent. Parce qu'il y a il y a cette concurrence où on doit correspondre à la fille qu'il y a sur le magazine. Et puis tout de suite après l'accouchement, en plus, hein, parce qu'il ne faut pas trop traîner. Et puis aussi, il faut qu'on ait, comment dire, euh, voilà, enfin, désolée, je perds, Non, non, mais on te suit très bien, on te suit très bien, c'est passionnant. je perds le fil, mais voilà, enfin, en tout cas, moi, ce que j'aime et ce que j'essaie de retrouver, de partager au jour d'aujourd'hui, c'est la solidarité féminine, voilà, que je diffère dans ma voie en fait du féminisme. Voilà, c'est la solidarité entre femmes, le soutien entre femmes, et ça, je trouve que c'est hyper important, et c'est ce que j'ai réussi à faire avec le livre qui est sorti en 2015, qui était sur l'hypersexualisation de la femme dans les médias. Et moi, j'ai voulu rassembler 35 femmes avec justement cette problématique esthétique de correspondre à une image précise qu'on attend, voilà, du corps parfait. Voilà, donc je pense que au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment plus tabou et que de plus en plus de femmes en parlent. Et il y a même certains publicitaires qui en jouent. Voilà, et ça, c'est quelque chose aussi. C'est vraiment une facette de la féminité, c'est l'image en fait qui prend beaucoup de place, qui souvent empêche les femmes d'être elles-mêmes, que ce soit dans leur choix vestimentaire ou d'être tranquilles après la naissance si elles ont envie de traîner et d'être dans leur cocon et de ne pas correspondre à un cliché de beauté à ce moment-là, ou même toute leur vie, c'est très bien quoi. Bon, voilà. Ouais, ouais. J'ai l'impression que je parle trop. Non, non, mais ça résonne beaucoup. D'ailleurs, beaucoup de commentaires, tu vois, évoquent le fait que ça résonne. Donc, je suis pas étonnée. Et du coup, alors, dans ce que j'entends, peut-être pour finir avec ça, pour toi, en fait, le fait que la femme, voilà, prenne sa juste place aujourd'hui, alors, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est pas contre l'homme, c'est pas contre, enfin, dans une espèce de rivalité entre femmes. Mais c'est ça, ce serait vraiment en fait de repartir à la rencontre intérieure de soi, déjà pour savoir voilà, ce que chaque femme souhaite pour elle. Et puis après, d'être vraiment dans une solidarité entre femmes. Et peut-être aussi d'ailleurs qui pourrait intégrer les hommes. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Un peu ma vision de la chose, ouais. En fait, si tu veux, alors
c'est quelque chose en ce moment qui m'appelle beaucoup. Je, je suis pour la féminité, je suis plutôt pour la féminité que pour le féminisme. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, mais c'est une vision qui m'appartient et c'est absolument pas une vérité ultime. Chacun y trouvera sa propre résonance. Euh, pour moi, en fait, j'aime pas les limitations et les frontières d'un mot. Si tu veux, pour moi, le féminisme, euh, c'est comme si, par exemple, je, je vais dire, je vais mettre une étiquette, par exemple, à quelqu'un de gentil. Être gentil pour quelqu'un, ça ne veut pas dire la même chose pour une autre personne ou une autre personne. Et donc, pour moi, le féminisme, en fait, il a un fort... c'est un mot qui a des limitations, enfin comme beaucoup de mots, mais qui maintenant a des limitations. Voilà, il y a des frontières dans ce mot et féministe, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Voilà. Donc moi, je préfère défendre une cause féminine, comme l'égalité par exemple des salaires ou par exemple les violences faites aux femmes ou la guérison des femmes autochtones liées au viol, etc., etc., l'égalité des droits, mais autant l'égalité des droits pour les hommes que pour les femmes que pour les animaux. Je pense que pour moi, c'est plutôt un concept de respect. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui me correspond plus parce que voilà, le raisonnement est tellement différent pour le mot féminisme pour chacun. Voilà, il y a tellement d'images qui circulent par rapport à cette thématique et ce terme-là, et aussi pas toujours une image positive des féministes. Donc voilà, donc femme, comme je disais, femme oui, mais pas reine. Respecter oui, mais voilà. Donc la place à l'homme, elle est aussi extrêmement importante. Ça fait vraiment partie de mon expérience personnelle de prendre énormément de place à côté d'un homme, parce que je pense que ça vient de ma grand-mère, d'avoir ce côté très matriarcal et décisionnaire au sein d'une famille. Et c'est vrai que quand on a baigné là-dedans, j'ai un papa qui aussi est très gentil comme mon mari et qui élève pas forcément la voix. Et du coup, pour moi, il y a ce parcours-là qui est hyper important où j'avais tendance à très facilement prendre le dessus au sein d'un couple, au sein du couple, pas principalement au sein de celui qui est en cours, et de ne pas laisser la place à l'autre. Et ça, c'est au jour d'aujourd'hui, je me mords encore la langue, où je me noue la gorge, de ne pas faire passer des mots. Voilà, mais j'essaie d'anticiper maintenant ça parce que justement, c'est pour ça que je joue avec ce mot féministe, parce que je préfère la complémentarité. Voilà, parce que quand je laissais pas la place à mon homme, comment dire, il n'existait pas en tant que tel, en tant qu'homme en fait. Et moi, je décidais tout dans la famille. Et ça, c'est quand même super récent. Je pense que jusqu'à il y a 3-4 ans, j'étais encore comme ça. Et il y a encore des fois où je prends de la place. Et ça, c'est vraiment... il n'y a pas une vérité unique sur la place de femme, de comment elle doit être vécue, parce que moi, je vis ça, mais après, il y a aussi les hommes dans certains couples qui prennent beaucoup de place. Donc, c'est vraiment, vraiment très fin, c'est vraiment une membrane très fine, en fait, d'équilibre et de complémentarité. Et de respect, en fait. Et là, je fais un gros clin d'œil à mon homme, dont le mot préféré, le mot respect, dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc, en tant que la place de femme, pour moi, c'est ça aujourd'hui. C'est plutôt la complémentarité, en fait, des deux pôles, comme tous les cycles qu'il y a dans la nature. Super, merci. Écoute, merci beaucoup pour ce partage assez intime aussi. Voilà, merci pour ta confiance et pour tout ce que ça a pu effectivement résonner et puis inspirer en nous. Et puis maintenant qu'on te connaît un peu mieux, j'ai envie de partir vers ton projet, alors qui fait aussi partie de toi. Hein, donc voilà, tout ça est un tout. Mais moi, ce projet, j'avais vraiment, vraiment, vraiment très envie de contribuer à le mettre en lumière.
parce que comme je disais tout à l'heure, bah voilà, la première fois. En fait, quand je l'ai vu la première fois, j'ai pas cru que c'était toi parce qu'aussi il a un nom anglophone. Et bon, moi vivant en Norvège, c'est vrai que je vois toujours la France, voilà, un peu entre guillemets en retard par rapport à ça. Donc je me suis dit bon, ça peut pas être une Française qui crée un projet avec un nom anglophone. Donc c'est vrai que je t'avoue que je crois que j'ai pas fait le lien tout de suite. Je me suis dit c'est voilà, c'est un projet vraiment qui me tente, que cette personne doit soutenir, mais j'avais pas compris au départ que tu en étais à l'origine. Alors déjà, je veux bien peut-être que tu nous dises son nom. Je vais te laisser vraiment la primeur de le formuler toi-même, et puis que tu nous le présentes, ce projet. Ok. Alors, en plus, ce qui est très drôle, c'est que c'est un nom anglophone, mais je parle vraiment très mal anglais. Et si tu veux, le livre que j'ai fait en 2015, il s'appelait Projet Féminité. Et je voulais garder cette trame-là, sauf que le fait de le mettre en anglais, ça permettait d'avoir un lien entre les deux. Mais c'était surtout qu'il y a une partie du projet quand même qui va se passer à l'étranger. Mhm. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi un nom anglophone, tout simplement. Voilà, pour pouvoir le présenter, le présenter et le partager d'une façon internationale. C'était vraiment ce choix-là. En Et fait, du, et du coup, oui. alors, est-ce que tu veux nous le dire, son nom, Ah pour les oui, personnes qui ne connaissent c'est pas encore? c'est Womanhood Project. Ouais. Voilà, donc en fait, c'est un projet de réalisation documentaire que j'ai sur les cycles féminins et les rites de passage en Occident et à l'étranger. C'est pas principalement tourné à l'étranger chez les autochtones, hein, puisque l'idée justement, c'est de faire le lien entre l'Occident et les autochtones. Voilà, donc si tu veux, moi, ce que je veux faire à travers ce projet qui est hyper important, c'est de sensibiliser et de montrer ce qui est beau. Ce que j'apprécie particulièrement chez les autochtones, alors je ne vais pas dire tous à 100% parce que je pense que je n'ai pas encore assez de connaissances des différents peuples pour m'exprimer là-dessus, mais leur cosmologie fait qu'en fait, ils font partie du tout et de la Terre et ils ne sont pas sur Terre, ils en font partie. Et cette approche-là, j'aime énormément parce que c'est vrai que ça nous permet de resacraliser un petit peu nos vies. Et ce que j'apprécie dans leur passage et dans leur fonctionnement cyclique, c'est cette conscience qu'il y a dans chaque événement. C'est-à-dire que quand ils vont chasser, il y a tout un protocole et des rituels pour avoir de la gratitude pour l'animal qui s'est donné à eux, qui les nourrit. Je pense notamment aux Inuits, qui est un peuple qui me parle beaucoup pour un tas de, pour un tas de raisons. Et par exemple, un simple rituel, c'est pas en rapport direct avec mon projet, mais les enfants qui naissent en occipital et les enfants qui naissent le regard, on va dire, vers le sol, sortent tous les matins de la tente, faire un tour circulaire pour représenter le lever du soleil. Alors maintenant, c'est des tentes ou des maisons, mais avant, c'était des igloos, dans le sens du soleil et les autres dans le sens inverse. Et j'adore en fait cet aspect-là. Tous les matins, c'est pour prendre conscience en fait qu'ils font partie d'un cycle. Et ils font ça dès leur plus jeune âge. Et tout est lié en fait à l'importance du cycle et des cycles, mais globalement, on va dire du cycle de la nature. Et le fait de sacraliser, de ritualiser leur vie fait que ça donne un sens en fait à leur vie qui est énorme. Et c'est ce que j'ai envie d'apporter avec ce projet, c'est de partager leur façon de conscientiser les passages des femmes, principalement, parce que c'est vraiment ce domaine-là qui m'intéresse, de conscientiser, d'appuyer ce qui est beau, de respect, de simplicité, d'utilisation des plantes, etc. Et au jour d'aujourd'hui, je trouve que cette ouverture d'esprit qui vient des autochtones et principalement des Amérindiens, on peut la retrouver dans des pratiques qui sont, on va dire, de l'ordre de ce qu'on appelle la spiritualité New Age ou Nouvel Âge en France, mais ce sont des inspirations qui viennent des Amérindiens. C'est de la cosmologie amérindienne. Et au jour d'aujourd'hui, ce que j'apprécie
même s'il y en a qui sont pas forcément pour ce côté rituel, purification, etc. Voilà, parce qu'il y a aussi un effet de mode du chamanisme et de commerce autour du chamanisme. Il y a quand même en fait cette présence que permet en fait le rituel, de rendre important un moment en fait dans la vie et de pas le banaliser. Donc voilà. Enfin, moi j'aime cet aspect-là et j'ai vraiment envie de faire ça avec mon projet de documentaire. C'est de montrer, de partager la beauté, de concevoir les cycles et les rituels et les passages des enfants, des adolescents, des femmes, des naissances, des accouchements. Voilà. Ouais. Et quand on parle, alors moi, ce que je trouve très beau, puis je trouve que ça se voit vraiment sur ton site, mais bon, c'est normal, puisqu'effectivement, autrement, tu n'aurais pas lancé ce projet. On sent vraiment un engagement. Je trouve qu'on sent vraiment qu'effectivement, ça vient de loin, à l'intérieur de toi. Donc voilà, moi, ça m'intéressait aussi de savoir si tu revendiques en fait cette étiquette de projet engagé ou pas. Est-ce que ça te parle? Et puis, voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, c'est pareil, là, tu l'as déjà évoqué, mais par rapport vraiment à cette notion d'engagement. Alors, c'est un projet qui est engagé, mais ce n'est pas un projet militant. Je pense qu'en fait, militant, pour moi, c'est comme féministe. Des fois, j'ai les frontières du mot qui me posent problème. Donc, oui, c'est un projet qui est profondément engagé pour plein de raisons. Puisqu'en fait, j'ai vraiment envie que les femmes prennent toute conscience du trésor qu'elles ont entre les jambes, parce qu'on peut dire ça comme ça, sur lequel elles sont assises. Ce trésor, cette puissance en fait utérine, on en est globalement souvent coupé par l'intellectualisation en fait de nos journées et de notre quotidien. Et en fait, c'est vrai qu'on a tendance en plus à, quand on pense utérus et quand on pense puissance ou énergie sexuelle, on pense tout de suite à la sexualité. Et pour moi, c'est pas ça. Pour moi, l'énergie sexuelle féminine, c'est une énergie qui ne demande qu'à circuler. Donc oui, bien sûr, par la sexualité, ça tout à fait, mais par aussi la créativité, par la circulation. Cette énergie sexuelle, en fait, elle doit circuler. Et j'ai vraiment envie en fait d'appuyer en fait cette conscience qu'on a d'utérus et de puissance créative. Donc ça, c'est vraiment, je pense, une partie de mon engagement. Les actions qu'on mène en étant connecté à notre utérus qui après se connecte à notre ventre et après à notre cœur font que nos actions intellectuelles et nos mots sont en accord avec ce qu'on vit intérieurement. Alors, j'utilise encore le « on », mais en tout cas, moi, je vois les choses comme ça. Je pense que c'est vraiment relié. Et voilà, je fais un petit clin d'œil parce que quand on prend l'orgasme, je suis en train de m'intéresser en ce moment au tantra par l'anthropologie. Quand on prend l'orgasme, il envahit tout le corps quand il arrive. Et je pense qu'en fait, cette image-là, c'est une image qui est jolie pour parler de notre énergie sexuelle. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait presque pas situer en fait l'orgasme au moment où il arrive. Il envahit tout le corps. Et c'est comme ça que je vois l'énergie sexuelle de la femme. Je la vois constructive et permettant en fait de réaliser des actions en accord avec notre être féminin. Voilà, merci Madame Ocytocine. Je fais un petit clin d'œil à Maria Liberia, qui est une super personne qui fait des spectacles humoristiques sur l'ocytocine et l'accouchement respecté. Si vous avez l'occasion d'aller jeter un œil, c'est génial. Ah, super, on mettra le lien peut-être. Ouais, super. Ouais, parce que c'est vraiment super ce qu'elle fait. Super. Et mon deuxième engagement, c'est qu'on n'a pas besoin d'artifice en fait, pour être femme. La conscience qu'on a de nous suffit à nous rendre belles. Et ça, c'est hyper important, surtout avec mon parcours où j'ai quand même fait du mannequinat. Et
je me suis jamais vraiment sentie belle en fait, hein, remplie d'artifices. C'est pas, je pense que je me suis sentie belle quand je faisais 95 kilos et que j'étais enceinte de 9 mois et que j'étais toute nue dans la nature. Et là, je me sentais tellement super belle en fait. Je me sentais tellement épanouie. C'était tellement juste un rayonnement. Et, euh, et voilà, enfin, je pense que c'est ça en fait. On n'a pas besoin de tous ces artifices-là. Et la simplicité de notre corps et son efficacité naturelle sert à nous guider euh, et aussi à nous lâcher, que ce soit pour s'ouvrir, hein, pour mettre un bébé au monde. L'orgasme aussi, c'est une ouverture. Euh, et aussi pour nous guider. Enfin, en fait, je pense vraiment que la peur et la résistance font qu'on peut pas, enfin, que le féminin a du mal à s'ouvrir, quand la résistance et la peur. Voilà. Le documentaire, justement, il va chercher à établir ces connexions-là euh, sur le côté sauvage de la femme, le côté animal. Voilà. Et ce qui est vu chez les autochtones, c'est justement qu'il n'y a pas cette perte. Alors, ils sont certainement moins intellectuels, mais leur façon de concevoir l'univers est complètement opposée, voire différente à la nôtre. Et, mais il y a cette circulation en fait, d'énergie qui se fait. Alors, pas tous, bien sûr, parce qu'il y a des autochtones qui pratiquent l'excision. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de pratiques qui ne sont pas forcément en accord avec ce que j'aimerais transmettre. Voilà, mais c'est l'engagement du documentaire. Elle va être de réveiller cette conscience-là. Et le dernier engagement, en fait, est la guérison identitaire des autochtones. Au jour d'aujourd'hui, les autochtones, ils ont besoin d'être vus, même si je me suis énormément posé de questions par rapport à ça, puisqu'on les dérange aussi dans leur mode de vie. Mais le fait de les montrer, de partager leur culture, hein, ça permet de défendre leur cause sur la scène internationale et d'affirmer leur identité culturelle, de défendre leurs revendications territoriales, parce qu'ils sont tous parqués dans des réserves petites, limitées. Ils n'ont pas des droits de chasse et de pêche sur l'ensemble du territoire comme ils avaient avant. Et le fait de revendiquer leur culture, c'est une façon pour moi aussi de les aider. Donc, voilà, c'est un peu le troisième engagement du projet. Ouais, puis t'entendre, vraiment, ça me fait prendre conscience des différentes raisons pour lesquelles il m'a touchée. Moi, je trouve qu'il y a vraiment ce côté très universel, en fait, c'est-à-dire la base universelle qui nous constitue tous, dont tu parles très bien. Moi, j'avais la chair de poule quand tu parlais voilà, de l'utérus, du ventre, du cœur et tout. Je trouve ça vraiment magnifique. Donc, merci aussi de mettre des mots, je pense, sur des choses parfois qu'on ressent, mais qu'on a du mal, nous, à formuler. Et puis c'est cette question tu vois, de fraternité, de solidarité entre nous tous dans le monde. Je trouve elle ressort vraiment et elle est très belle. Ouais. Donc, moi, je me réjouis de voir le premier épisode. Alors, avant de peut-être justement parler un peu plus de ce premier épisode, puisque c'est la première partie du projet, j'aimerais revenir. Alors, le mot qui me vient suite à tout ce que tu viens de dire, c'est vraiment le mot de puissance. Je trouve, enfin, je sais pas vous là qui êtes présents, mais moi, je trouve que ça nous reconnecte rien qu'en t'entendant là, effectivement, à cette puissance intérieure qu'on a tous et toutes. Donc, je pense que oui, le documentaire sera vraiment important pour ça aussi. Le mot que tu as beaucoup utilisé également, c'est beauté. Donc, c'est vrai que de par ton parcours et puis justement peut-être aussi ton activité de photographe, j'ai le sentiment que c'est vraiment toi l'éclairage que tu as choisi de donner au niveau de la forme, hein, de vraiment partir effectivement sur une création poétique, onirique, enfin qui met bien en valeur ce mot de beauté. Est-ce que ça, tu as envie d'en parler un peu? Parce que c'est vrai que, bon, voilà, il y a tout type de documentaires hein, qui existent aujourd'hui sur tout type de sujet d'ailleurs. Et je trouve que c'est important que tu parles un peu du parti pris formel, du coup, que a priori tu souhaites choisir.
Déjà, en fait, ce que je souhaiterais faire, c'est d'arriver à faire en vidéo ce que je fais en fait en photo. C'est-à-dire que pour moi, je voulais arriver à passer de la photo à la vidéo tout en gardant la même identité visuelle, la même signature en fait artistique. Donc déjà, je pense que ça a été un peu le point de départ. Euh, j'adore regarder tout type de documentaires, mais les documentaires qui me touchent sont des documentaires où je me sens un peu comme dans un rêve, où on voit des passages euh, avec beaucoup de flou derrière-plan, des, des mises en valeur, en fait, même au niveau du son. Voilà, moi, j'ai vraiment envie de créer quelque chose qui peut-être sera un peu différent d'un documentaire classique. Alors après, ça sera dans le montage et dans la mise en forme, mais aussi dans la façon dont je vais filmer. J'ai envie de plans très rapprochés, j'ai envie d'intime, j'ai envie d'émotion, j'ai envie de palper presque la personne en regardant le documentaire, de la sentir là à côté de moi et de transmettre en fait justement cette douceur et cette puissance et le côté onirique, c'est vraiment un parti pris créatif aussi. Voilà, parce que je veux vraiment me respecter, même si je sais que je dois coller à un certain procédé d'écriture documentaire. J'essaie de ne pas non plus être complètement influencée par ce que je regarde pour arriver à vraiment rester moi-même dans le processus créatif. Ce que j'aimerais, c'est que la forme, en fait, permette de toucher tous les gens et d'appuyer vraiment ce qui est beau. J'ai pas envie de montrer des choses. Tout le monde sait, en fait, ce qui se passe dans le monde. Les, les violences faites aux femmes, l'excision, les accouchements difficiles, les problématiques climatiques. Voilà. Euh, mon choix, c'est suite à un monsieur que j'avais rencontré au symposium de la féminité à Biarritz il y a pas mal de temps, du coup, c'était il y a 5 ans. Euh, je ne sais pas, mais je pense que c'était un ange parce qu'en fait, j'ai croisé un monsieur qui m'a dit 2 phrases et qui m'a dit je voulais faire quelque chose à l'époque en fait sur la violence faite aux enfants. Je n'étais pas encore tournée complètement que sur le féminin. C'était au moment où j'avais présenté mon exposition sur l'hypersexualisation de la femme. Et il m'a dit, je lui ai dit voilà, j'aimerais en fait faire un projet où on montre photographique, où on montre ce qu'on peut faire avec les enfants en cadre un petit peu comme les bandes dessinées qu'on voit dans les livres de communication non violente, que ce soit Isabelle Filiosa ou j'arrive jamais à prononcer leur nom, celle qui écrit écouter les ah oui, Faber et Maslow. Voilà, c'est ça. Je vais essayer de retranscrire un peu ce système de bande dessinée, de le faire en photo. Et ce monsieur, je l'ai rencontré, ça a duré 10 minutes, on a parlé. Je ne sais absolument pas qui c'est. Et il m'a dit, le sombre, tout le monde le connaît. Maintenant, ce qui est important, en fait, c'est de montrer de partager la lumière. Il n'y a qu'en partageant la lumière. Il est parti. Et je me suis dit, et ça, cette phrase, elle m'a marquée. Je me la répète tout le temps. Et c'est vraiment ce que je veux faire, en fait, avec le documentaire, qui sera aussi un documentaire vidéo et photo. Je vais essayer de mixer les deux. Voilà. Donc, du coup, j'ai envie de partager ce qui est beau, en fait. Tout ce qui est sombre, on en parle tout le temps et j'essaye même des fois de me détacher un peu, ce qui est difficile parce que je suis très en colère par moment par ce qui se passe dans le monde. Mais en fait, à chaque fois, de continuer à voir ce qui ne va pas, ça ne fait qu'alimenter la colère. Et je pense que c'est important d'appuyer notre regard, un petit peu comme on mettrait un crayon de colle sous nos yeux pour les trouver plus beaux, pour soi-même, bien sûr. Voilà, j'ai envie d'appuyer un regard de beauté et de poétique. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Ok, bon, bah, super. Alors, le premier épisode, ouais. Le premier épisode, du coup, tu le présentes comme avec ce très joli titre, Première Lune. Oui. J'aimerais bien aussi que tu nous parles voilà, de cette thématique-là. Toi, comment tu la vis aujourd'hui dans nos sociétés? Ce que tu penses justement transmettre et partager là-dessus dans ce premier épisode. Et puis, comme
il y a effectivement dans ton projet une dimension d'aller à la rencontre de l'autre, de voyage, d'autres cultures. Voilà, si tu peux aussi nous en dire plus par rapport à ce premier épisode et à ces choix peut-être de peuple voilà, que tu choisiras de mettre en lumière. Euh, alors, euh, déjà, j'ai envie de parler du titre parce que j'ai choisi Première Lune pour le côté cyclique et aussi parce que le mot règle, ça me fait appel aux règles qu'on respecte et je sais pas, ce mot, il me plaît pas en fait. Donc, même si je l'utilise d'un point de vue, on va dire, conformisme par moment quand je rencontre des gens, voilà, parce que ça parle pas à tout le monde. Si je dois rencontrer le préfet des Landes pour ma demande de subvention, je pense que ça va pas forcément lui parler des lunes. Voilà, donc j'ai choisi quelque chose d'assez doux. J'aime beaucoup en fait le fait que le sujet des règles ou des lunes soit moins tabou qu'auparavant. Ça se démocratise de plus en plus. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes et même de conférences qui se font autour du sujet. Mais ce qui est important pour moi, au-delà de l'aspect utérin et physiologique, je pense que c'est surtout ça qui est le plus important et sur quoi je me dirige, c'est le passage. C'est le passage, en fait, d'enfant à adolescente. N'importe quoi. D'enfant à femme. Et il y a un sens, en fait, hyper fort dans ce passage des lunes. Et je veux mettre l'accent sur ce changement et ce que ça représente de façon esthétique, rituelle. Et parce qu'en fait, par rapport à l'image des règles, même si ça s'est ouvert, j'apprécie pas forcément les publicités qui circulent. Je trouve que c'est encore rempli de clichés, de dictates. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est pour vendre des produits, toujours, qui ne sont pas forcément bons pour l'environnement en plus. Il y a quelque chose qui me choque souvent, sans citer les publicités, parce qu'en plus, je les regarde parce qu'on m'en parle, parce qu'on n'a pas la télé, nous. Donc, mais ça m'intéresse de les regarder, de voir ce qui circule à l'intérieur de ces pubs. C'est le fait que la jeune femme doit toujours avoir le même rythme trépidant, qu'on doit continuer à aller à la piscine et à faire son sport toutes les semaines en mettant des tampons. Voilà. Et ça, c'est un truc qui revient beaucoup dans mon intention de documentaire, c'est le fait qu'il faut oublier qu'on a ces règles. Et ça me plaît pas du tout pour les jeunes filles qui justement vont commencer à avoir leur lune. Ma fille l'a eu. Et je trouve qu'en fait, cette recherche de la performance et de la nature cyclique en fait des femmes, même si c'est certainement pas une vérité pour toutes, hein, parce que je pense qu'on vit pas les règles de la même façon chacune, mais il y a quand même, on doit être toujours lisse. Voilà, moi, en tout cas, c'est ce que pour moi les publicités appellent, c'est ça. Voilà. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que je trouve que c'est important qu'en montrant la beauté et le passage, les jeunes filles se sentent plus à l'aise le jour où ça arrive. Et c'est vrai qu'autour de moi, déjà, d'avoir partagé le projet, il y a plein de mamans qui m'ont dit mais c'est super, ça va permettre en fait de peut-être arriver à en discuter avec ma fille d'une autre façon. Voilà, et j'aime vraiment que ça soit un documentaire d'ouverture, on va dire. Voilà. Moi, quand j'ai eu mes règles, quand j'étais adolescente, j'ai été super dégoûtée en fait. C'est la seule chose que je me souviens. J'ai trouvé ça horrible. J'ai pas compris ce que ça représentait du tout. Voilà, j'ai compris ce que ça représentait. Pareil, je pense à ma seconde maternité, où il doit y avoir un truc à cette période-là parce que ça revient souvent. Mais je ne comprenais pas mon fonctionnement cyclique. Je croyais que j'étais lunatique, que j'avais, comment on dit, voilà, que j'étais bipolaire. Je ne sais pas, je me disais, mais pourquoi je change tout le temps comme ça? Je n'arrivais pas
à avoir en fait une conscience de ces variations. Et dès que j'allais bien, je me disais super, ça va mieux. Et dès que ça allait pas, je me disais oh là là, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui m'arrive. Et ça, j'ai compris vraiment ce côté cyclique. Je pense que la première fois, ça a été grâce au livre de Miranda Gray, Lune rouge, même si je pense que ce soit aussi fixe et aussi défini maintenant. Voilà. Mais ces variations cycliques, c'est important de les accepter, de les accueillir et puis d'en jouer aussi. Voilà, d'être capable de les utiliser quand c'est le moment et de se poser quand c'est plus le moment. Et, voilà. Et par exemple, c'est vrai que hier soir, j'avais un moment où je me sentais pas très bien. Alors ça faisait 3 jours que j'étais au top. Et mon homme, il m'a dit, ça va, on dirait qu'il y a un truc qui va pas. Je lui ai dit, écoute, franchement, non. Je ne sais pas ce que j'ai, ça va pas du tout. Mais là, tout de suite, je ne vais pas t'en parler parce qu'en fait, je vais te contaminer. Et en fait, je sais que ça va passer demain matin, que ça ira mieux. Et voilà. Et juste de me dire, OK, là, c'est un moment, ça ne va pas. Je sais de ne pas fixer sur mes pensées négatives, juste de les accueillir. Et voilà. Et cette nature cyclique, c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre aux femmes et aux jeunes femmes. Voilà. Même si je parle du premier cycle menstruel de la jeune fille, voilà, je pense qu'il y a plein de femmes qui pourront se servir du documentaire pour elles aussi. Voilà. Ouais, puis moi, ce que je ressens aussi, c'est toujours ça qui est chouette dans ces projets-là, c'est que ça vient effectivement aussi résonner, tu vois, comme tu l'as évoqué toi, avec nos premières règles à nous, effectivement, en tant que femmes, tu vois, ça vient nous permettre un peu de se re-questionner sur, ah bah tiens, comment je les ai vécues, et puis peut-être aussi mettre du sens, ou tu vois, réparer quelque chose à ce niveau-là, d'un point de vue individuel et collectif, du coup, et puis dans la transmission à nos filles. Moi, je te l'ai dit aussi quand on s'est parlé, quoi. Je veux dire, c'est vrai que nous, on n'a pas toutes été une génération de filles qui avons été très accompagnées là-dessus. Et donc, parfois, c'est un peu déstabilisant. En tout cas, on est en questionnement en tant que maman sur comment nous, on a envie de faire avec nos filles, en fait. Et pour ça, c'est aussi très beau. Ouais. Donc, Ouais. Et là, du coup, par rapport à ce premier épisode, tu sais déjà où tu aimerais aller, en fait. Enfin, ce que tu as, voilà, est-ce que tu souhaites donner la parole à des personnes en France et à l'étranger? Est-ce que tu as déjà des idées précises? Alors, avec mes cours d'anthropologie que je suis, ça m'a permis d'avoir des connaissances en fait sur les différents peuples et on va dire, présélectionner les autochtones que j'ai envie de rencontrer. J'ai la chance en fait d'être un petit peu guidée par 2 personnes. Voilà. Eugénie Dumont, c'est une réalisatrice qui a travaillé avec des aborigènes et qui a fait un super documentaire qui s'appelle Heritage Flight. Voilà. Alors elle, c'est plutôt ma coach un peu, et puis on va dire que son expérience me coach tout seul. Elle a même pas besoin de le faire. Elle me partage beaucoup son expérience. Et après, j'ai pu échanger avec Pierre de Vallombreuse, qui est un photographe en fait, qui a vécu et partagé la vie de 42 peuples autochtones différents pendant plus de 25 ans. Donc, c'est une personne ressource pour moi qui est hyper intéressante. Parce qu'avant de démarrer mes cours d'anthropologie, je m'étais dirigée pas forcément vers les bonnes personnes, enfin les bons autochtones, on va dire, pour mon choix d'épisode. Voilà, parce que, par exemple, chez les Inuits, il y a la conception d'un 3e genre. C'est quelque chose qu'on connaît absolument pas en Occident. Après, tu as comme je t'avais mis dans le texte, quelque chose qu'on ne serait pas capable d'entendre en Occident, mais dont je vais parler. C'est au Rwanda, il y a chez les jeunes filles réglées des pratiques d'apprentissage, de masturbation pour découvrir leur corps. Et ça, la première fois que j'ai lu ça, alors j'ai souri, hein, forcément, j'ai souri, j'ai rigolé. Et après, je me suis dit, mais c'est génial, je veux aller au Rwanda. Enfin, j'ai lu une thèse
Ça s'appelle les Kuguna et ce sont les mères et les grands-mères qui apprennent en fait l'épanouissement sexuel à leurs filles et la découverte en fait de leur sexualité. Pour être des bonnes épouses, elles doivent être capables d'avoir des orgasmes, sinon elles ne seront pas des bonnes épouses. Alors ça Oui, fait donc, d'accord. Donc, voilà. ça fait partie de la formation, entre guillemets, de… C'est ça, D'accord. voilà, ça s'appelle les Kuguna. Alors je ne sais pas s'il y en a ici qui connaissent un peu l'anthropologie. Et j'ai trouvé ça. Alors, au début, j'ai vraiment rigolé parce que c'est vrai que c'est tellement inhabituel. Voilà. C'est ces frontières-là, en fait, qu'on se met et qu'on a à l'intérieur de nous qui m'intéressent, en fait, d'aller chercher. Et, mais particulièrement, je suis particulièrement touchée par un peuple indonésien. Alors, j'ai un tout petit peu peur de me tromper. Je crois que c'est les Palawan, mais je ne suis pas sûre. Ah non, les Palawan, c'est aux Philippines. Alors, je ne sais plus trop. J'ai peur de me tromper d'autochtones, donc il faudra que je vérifie ma source d'information. Mais il y a des pères autochtones en fait en Indonésie qui construisent des petites cabanes à leurs jeunes filles quand elles viennent d'avoir leurs règles, sur pilotis, des petites maisons individuelles. Et le jour de leurs règles, c'est le père qui donne une clé à sa fille et qui lui dit, bon, alors c'est ritualisé, mais en gros qui lui dit, tiens, maintenant tu es une femme, tu as la possibilité d'aller explorer ta sexualité, de découvrir ton corps, d'avoir ton intimité. Et c'est hyper symbolique parce qu'en fait, elle rentre dans le monde des femmes et dans le monde des adultes. Et le fait que ce soit le père, la figure masculine, qui lui souhaite la bienvenue dans le monde des femmes, mais ça, c'est waouh, j'en ai la chair de poule même Ouais, quand j'en moi aussi. parle. Moi Je trouve aussi. ça magnifique. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'aime énormément, le changement de statut en fait qui est très symbolisé. Et puis après, ce qui m'intéresse, ce sont toutes les familles françaises, évidemment, qui ont déjà mis en place des rituels. C'est vrai que dans le réseau dans lequel je suis, c'est assez facile de voir ces familles-là. Et je connais autour de moi, on est pas mal en fait à pratiquer des cercles de parole, des tentes rouges, voilà, des, des, des rituels qui nous appartiennent, voilà, qui sont certainement d'inspiration autochtone et des fois qui sont remasterisés avec notre propre, parce qu'on n'est pas autochtone non plus, donc voilà, qui sont remasterisés avec notre propre culture. Et ça m'intéresse aussi. Moi, j'ai envie d'aller voir ces familles-là, voilà, ces partages justement qu'elles font avec leurs filles, enfin, sur le premier épisode, au moment du premier cycle menstruel. Voilà, moi j'ai ma fille qui l'a eu là justement, qui a eu ses premières lunes au mois d'avril. Alors je trouvais ça drôle que ça tombe cette année-là avec le lancement de mon projet. Quelle synchronicité, bien sûr. Voilà. Et c'est vrai que c'était en plein confinement, donc on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait puisqu'à la base c'était faire une tente rose avec d'autres jeunes filles qu'on voulait faire, et puis on l'a pas fait. Voilà, donc on a fait nos rituels à nous. Et puis en plus, elle est d'accord de s'exprimer face caméra, enfin de partager avec moi. Donc ça, je trouve ça chouette. Voilà. Et puis, voilà, même si elle ne voulait pas, parce que les réseaux sociaux, c'est pas son truc, et elle a bien raison. Donc voilà, j'espère que je pourrai le fait de partager ces pratiques rituelles qui donnent du sens à nos vies. Voilà, c'est pour vraiment partager ce côté sacré d'un moment précis d'une étape de la vie. Hein. Voilà, c'est vraiment c'est pour que ça infuse et que ça marque des passages. Ouais, bah écoute, bah, merci pour la chair de poule parce que moi je l'ai pas mal en t'entendant. Donc ouais, vraiment, je pense que le premier épisode sera juste magnifique. Donc merci beaucoup. Maintenant, ce qu'on attend, c'est que ça se concrétise tout ça. Alors du coup, tu en es où par rapport à ce projet-là? Et puis, ce serait super si tu pouvais bah, nous formuler en fait tes besoins, c'est-à-dire voilà de quoi tu as besoin, de quoi vous avez besoin pour que nous on puisse voir ce premier épisode. Bon, alors déjà, faut quand même être réaliste
avec la situation actuelle, Mm. que j'ai été quand même ralentie parce que je pensais partir déjà au mois d'août en fait au Canada. Donc toutes les restrictions et les conditions liées au coronavirus font que je ne projette pas du tout de partir cette année à l'étranger, même si c'était prévu à la base. J'ai plutôt pour envie d'attendre un petit peu que ça se tasse et pourquoi pas de commencer quelques prises de vidéos en France. Et je pense qu'il y a même des autochtones en France, donc je me suis dit je vais trouver des autochtones en France parce que je pense qu'il y en a. Et voilà, c'est vrai qu'au niveau des expéditions, pour l'instant, ça nécessite une forte préparation parce qu'en fait, j'ai besoin d'un guide, d'un traducteur, de quelqu'un qui m'aide à organiser les expéditions. Donc déjà, il faut au moins qu'on soit 4 pour une expédition. Et, et les autochtones actuellement sont quand même un petit peu protégés par rapport à la crise du coronavirus. Parce qu'ils ont une immunité qui n'est pas du tout la même que nous et qu'ils ont été ravagés à l'époque du colonialisme par énormément de maladies. Donc voilà, je pense que sans partir dans une vérité unique concernant le coronavirus, ça a été quand même un ralenti pour moi. Voilà, mais c'est pas grave, ça me permet de préparer, ça va me permettre, il y a sûrement autre chose derrière qui va me permettre d'anticiper, de préparer un peu plus ce que je veux faire. Et au jour d'aujourd'hui, réellement, il y a quand même une problématique liée au financement. C'est-à-dire que j'avais fait des demandes de subventions dans les Landes et dans la région parce qu'il me faut à peu près 12 000 euros pour démarrer. Le coût d'un épisode est beaucoup plus important. Mais pour démarrer, avec 12 000 euros, ça permet d'avoir tout l'équipement nécessaire, sans billet d'avion, mais d'avoir le budget de départ. Et toutes les subventions ont été attribuées pour les festivals qui ont été annulés, qui ont souffert de ce qui s'est passé. Donc, je dois attendre mon tour. Et cette année, du coup, c'est vrai que c'est pas encore. Voilà. Donc là, je pense que je vais peut-être me lancer dans un crowdfunding où voilà, j'ai mis une page de dons sur le site internet de Womanhood Project. Et voilà, je pense que le crowdfunding, ça peut être quelque chose qui peut être bien pour le lancer. On en avait parlé toutes les deux. Il faut que je le prépare parce que c'est vrai que ça ne se prépare pas. Ça se fait pas comme ça. Donc, je le prépare même en termes de communication. Et voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, je cherchais aussi quelqu'un qui soit spécialisé dans les… Tu as des personnes, tu sais, qui sont spécialisées dans la recherche de fonds. Oui. Voilà, parce que ça, c'est toute une partie administrative que je n'aime pas du tout faire et qui m'éloigne en fait de mon côté créatif. Et de mettre les mains dedans. Bon, je m'oblige parce que ça me tient à cœur vraiment ce projet. Mais c'est vrai que c'est pas la partie que je préfère en fait. Donc, voilà. Oui, ouais, c'est vrai, tu as raison de trouver effectivement quelqu'un en qui le projet résonne et tu vois qui pourrait tout à fait Voilà, rejoindre. qui pourrait même se rémunérer sur une subvention acquise. Voilà, quelqu'un qui pourrait. Voilà, cherche. Je sais pas, je vais voir. Ouais, bah, c'est une super idée. Mais nous, ce que je ressens, enfin, à notre niveau, je pense que ce qui est important, enfin, si vous qui êtes là et puis qui nous regarderez après, ça vous parle, c'est de le faire connaître aussi, ce projet. Voilà, plus il est partagé et plus, bah, quand tu lanceras ta campagne de crowdfunding, effectivement, il y aura une communauté qui sera là aussi pour le soutenir concrètement. Et puis, bon, bah, comme tu disais, il y a d'ores et déjà effectivement ce lien de don, en fait, sur votre site internet que j'ai vu. Donc voilà. Mais c'est vrai que là, du coup, pour résumer, ton premier besoin, enfin votre premier besoin pour concrétiser le projet, c'est un besoin financier en fait. C'est Voilà. la plus grosse partie. Oui, voilà, parce qu'en fait, j'ai juste besoin d'acquérir un ordinateur qui me permette de faire un montage efficace avec un processeur rapide et du matériel complémentaire à ce que j'ai déjà pour filmer. Et voilà, et puis là, j'attends déjà, je pense que je vais commencer normalement à vadrouiller là, à partir du mois de juillet. Donc, Super. voilà, je pense que je vais commencer déjà quelques petites vidéos et puis il y aura des vidéos qui ne seront pas dans le documentaire. Je vais sûrement commencer par faire quelques petits teasers avant de faire le documentaire, on va dire. Ouais, super.
Bon, bah, écoute, super, on suivra ça avec attention. En tout cas, bah, merci encore. Voilà, je ne sais plus en quelle langue te le dire, Mélanie. Merci encore d'avoir été là et puis merci pour ce projet. Puis oui, bah, moi, évidemment, voilà, je partage. Voilà, je pense que, ouais, comme je disais, on a tous un rôle à jouer, une manière de contribuer comme ça à des projets qu'on trouve importants. Donc, merci beaucoup de mettre tout ça en place et puis on te suit avec joie. Et Et puis, merci à toi pour ta façon très humble de permettre aux autres aussi de se montrer, de partager et ton côté admiratif. Enfin, voilà, tu es très touchante aussi. merci, merci beaucoup. Ça donne Merci très Très beaucoup. bon week-end. Bon week-end. Merci. Et puis, n'hésitez pas à partager dans vos réseaux, du coup, à vous. Hein, voilà, si vous avez envie de partager le site internet de Mélanie ou cette interview, vraiment, n'hésitez pas parce que je pense que ouais, ce sera important pour que voilà, bah, tu puisses continuer, Mélanie. Donc voilà, allez, on s'y met toutes, on s'y met tous.